Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Pachinian, Aliyev, Trump, sommet secret à la Maison-Blanche. Génocide culturel, la guerre de la mémoire en Artsakh. Arménie, le fléau silencieux, suicide des jeunes. Jennifer Lopez à Yerevan, un concert à quel prix? Les milliards de la polémique. Le dénouement de la crise arméno-azerbaïdjanaise pourrait-il se jouer à Washington sous l'égide de Donald Trump? C'est la rumeur insistante qui agite les cercles diplomatiques. Une possible rencontre entre Nikol Pachinian et Ilham Aliyev ce vendredi à la Maison-Blanche. L'information non confirmée officiellement provient d'un journaliste azerbaïdjanais à Washington. À Yerevan, le gouvernement garde un silence total. Cette possible rencontre ferait directement écho à la récente déclaration de Donald Trump. Il y a quelques jours, après un entretien entre les deux leaders, le président américain avait affirmé être sur le point de réussir un miracle. Nous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. Un message diplomatique important nous est parvenu aujourd'hui de Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'initiative arménienne du Carrefour de la paix, la jugeant bénéfique pour toute la région. Le porte-parole a déclaré, je cite, « La paix dans le Caucase du Sud est une composante de notre propre sécurité et nous ferons tout pour aider à l'établir entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Concernant les routes commerciales, il a ajouté « Nous sommes convaincus que la connectivité est la clé du développement économique pour tous les peuples de la région, y compris les Iraniens. » Mais le diplomate a fixé des lignes rouges très claires. Tout projet doit se faire dans le respect de la souveraineté et des frontières de chaque pays. Il a conclu par cet avertissement. Les acteurs non régionaux ne doivent pas être autorisés à s'intégrer dans les affaires du Caucase du Sud. Vous vous souvenez sans doute de la profanation du monument du peintre Ayvazovski en Artsakh occupé la semaine dernière et du scandale diplomatique qui a suivi. Mais cet acte n'est que le dernier épisode d'une tragédie bien plus vaste qui se joue à huis clos. La tragédie d'une éradication systématique du patrimoine arménien menée par Bakou. Car il ne s'agit pas de simple vandalisme, mais bien d'une politique d'État. L'Azerbaïdjan est aujourd'hui accusé de mener un véritable génocide culturel pour effacer la mémoire arménienne de la région. Des milliers de sites sont menacés et face à des condamnations internationales jugées bien trop timides, la destruction se poursuit, méthodique et implacable. Alors que la site des monuments détruits ou profanés s'allonge chaque jour, une question se pose. Comment briser ce mur de l'indifférence? Églises, khachkars, monuments et même des villages entiers sont effacés de la carte dans le but d'éradiquer toute trace arménienne. L'Azerbaïdjan poursuit sa politique de vandalisme dans l'Artsakh occupé. Selon Vonès Savanosov, médiateur pour le patrimoine culturel de l'Artsakh, les actions de l'Azerbaïdjan ne sont pas nouvelles. La politique d'appropriation et de destruction du patrimoine arménien, déjà en cours à l'époque soviétique, a repris avec une nouvelle vigueur pendant et après la guerre de 2020. Des dommages considérables ont été causés au paysage historique de Chouchi. De nombreux bâtiments d'importance historique ont été détruits, ainsi que des quartiers résidentiels. Parallèlement, des travaux de soi-disant fausse restauration des églises arméniennes ont commencé dans diverses localités d'Artsakh, ce qui a entraîné la perte de l'identité historique de nos monuments architecturaux. Après l'occupation complète de l'Artsakh, l'ampleur du génocide culturel s'est étendue. Dès le début, des bâtiments d'importance historique ont été détruits. Plus d'une dizaine de villages ont été complètement rasés, y compris le village héroïque de Karintak, près de Chouchi. Plus de 5600
800 monuments sont officiellement enregistrés en Artsakh, mais le nombre total dépasse les 10 000. Depuis 2020, plus de 800 cas de vandalisme ont été recensés. L'église Saint-Jean-Baptiste de Chouchi a été mise à terre et l'intégrité architecturale et historique de la cathédrale de Gazan-Chetsotz a été défigurée. Nous ne devons pas seulement attendre d'enregistrer les prochains actes de vandalisme pour en parler. Cette question doit être à notre ordre du jour quotidien et être un point clé de toutes les réunions et de tous les processus de négociation en parallèle avec la question des prisonniers de guerre. Le médiateur souligne que l'inaction de la communauté internationale, les déclarations purement protocolaires et sans substance, ainsi que le soutien politique et économique à l'Azerbaïdjan créent un climat d'impunité. Au lieu de condamner et d'appliquer des sanctions claires, des délégations de différents niveaux se rendent illégalement en Artsakh et c'est précisément ce qui est suivi par des actes de vandalisme à grande échelle. La dernière preuve flagrante, selon Avanosov, réside dans les incendies qui ont ravagé l'Artsakh pendant plus de 10 jours et menacent plus de 100 monuments historiques et architecturaux. Les incendies ne sont pas une nouvelle méthode de vandalisme de l'Azerbaïdjan si l'on se souvient des incendies au phosphore blanc de 2020. Parallèlement, le buste de notre compatriote, le grand peintre marin Ovanes Aïvazovski, a été détruit le jour même de son anniversaire, un acte auquel la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a d'ailleurs réagi. Ce sont les œuvres d'Aïvazovski. Quelque part, il démantèle ces monuments, tandis que moi je démantèle l'illettrisme de ceux qui n'ont jamais vu ces toiles. Le vice-président de la commission de la Doum d'État sur les questions de la communauté des États indépendants, Konstantin Zatulin, qualifie la destruction du monument d'Aïvazovski d'exemple de vandalisme encouragé et incité au niveau de l'État par les autorités azerbaïdjanaises. Ces ennemis merveilleux contre l'influence culturelle arménienne, qui gouvernent aujourd'hui le territoire de l'ancienne République du Haut-Karabakh, ne se sont pas limités au démantèlement du monument d'Aïvazovski. Ils ont déjà profané les monuments d'illustres commandants militaires soviétiques nés dans le village arménien de Chardakhlou, annoncé une politique de destruction des monuments religieux et détruit un grand nombre de khatchkars. Les actions de Bakou, selon Avanosov, constituent l'un des plus grands génocides culturels du XXIe siècle. La Turquie et l'Azerbaïdjan ne se contentent pas de mener un génocide culturel, ils en exportent la méthodologie. Dans cette situation, le silence de la communauté internationale et le manque d'efforts suffisants de l'Arménie menacent la perte totale du patrimoine de l'Artsakh. Mary Danielian, Levon Voskagnon, Riopen Media. Une aide humanitaire russe est en route pour l'Arménie. Moscou a annoncé l'envoi de plus de 140 tonnes de vivres et de produits de première nécessité destinés à près de 30 000 Arméniens déplacés de l'Artsakh. Cette opération, baptisée La Russie est avec vous, est menée par des organisations civiles sous l'égide de l'agence d'État, la Maison russe. Une agence qui, rappelons-le, est sous le coup de sanctions européenne depuis l'invasion de l'Ukraine. Un ultimatum de 10 jours et des sous-marins nucléaires en mouvement. C'est la nouvelle offensive diplomatique de Donald Trump pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a annoncé l'envoi de son émissaire Steve Witkoff en Russie cette semaine. Une mission qui se déroule sous haute tension. Le président américain a également confirmé avoir déployé 2 sous-marins nucléaires dans la région, sans plus de précision. Suite à une passe d'armes en ligne avec l'ancien président russe Dmitry Medvedev, une escalade qui s'inscrit dans un contexte mondial particulièrement chargé. D'autres points chauds de la planète sont également au cœur de l'actualité. Les détails dans le reportage qui suit. Le ministère russe de la Défense annonce avoir abattu 2 missiles HIMARS et 274 drones ukrainiens au cours des dernières 24 heures. Moscou affirme également avoir frappé des infrastructures d'aérodromes militaires, des postes de défense anti-aérienne et des dépôts de drones ukrainiens sur 139 sites. De son côté, l'état-major ukrainien déclare avoir repoussé les assauts russes et neutralisé un missile et 178 drones dans ce contexte. Le président Zelensky a nommé le général Anatoly Krivonoshko au poste de commandant des forces aériennes. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour à Gaza où se nourrir est devenu un combat mortel. Chaque jour, les Palestiniens risquent leur vie en raison d'un système de distribution alimentaire chaotique. Les forces israéliennes ouvrent régulièrement le feu en direction des points de distribution, invoquant des raisons de sécurité. Dans ces conditions, les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les personnes handicapées ne parviennent pas à recevoir de l'aide, ce qui entraîne une hausse dramatique des décès liés à la faim et à la malnutrition. Le bilan des dernières 24 heures est terrible. Plus de 90 personnes ont été tuées par des tirs ou sont mortes de faim.
Lors d'une visite officielle au Pakistan, le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, a remercié le Premier ministre Shahbaz Sharif pour son soutien lors des récentes frappes israéliennes et américaines contre les installations nucléaires iraniennes. Le Pakistan, qui avait condamné ces attaques, a défendu le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire. Les deux pays ont également convenu d'élargir leurs liens économiques pour porter leurs échanges commerciaux à 10 milliards de dollars. Au Brésil, la tension politique reste vive. Les partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro sont de nouveau descendus dans la rue. Leur cible, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes et le président actuel Lula da Silva. Les manifestants réclament l'amnistie pour les participants à la tentative de coup d'État de 2023 et saluent les sanctions américaines visant le magistrat. Actuellement en résidence surveillée, Jair Bolsonaro doit toujours être jugé pour complot. Des pluies torrentielles d'une violence inouïe ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dévastateurs, submergeant des maisons et coupant de routes de montagne. En une semaine, il est tombé jusqu'à 2,6 mètres de pluie, c'est plus que la moyenne annuelle de l'île. Le bilan est lourd, on déplore des morts, plus de 5900 personnes ont été évacuées et de nombreux blessés. Si l'intensité des pluies devrait diminuer, les risques de nouvelles catastrophes restent très élevés. David Ganjoin, Reopen Mediar. C'est un fléau mondial et la 10e cause de mortalité dans le monde. En Arménie, le suicide prend une tournure particulièrement alarmante, notamment chez les plus jeunes. Un drame qui frappe une catégorie de la population avec une violence inouïe. Les mères des soldats tombés lors de la guerre de 44 jours, chez qui le nombre de tentatives de suicide est particulièrement élevé. Un sujet si tabou que le comité d'enquête se refuse à donner des chiffres précis, évoquant le risque d'une instrumentalisation d'une propagande noire, ce qui serait, je cite, très dangereux. S'ajoute à cela ce phénomène de contagion où le passage à l'acte est parfois perçu comme un geste d'héroïsme chez les jeunes gens, où les réseaux sociaux comme TikTok deviennent de véritables modes d'emploi pour mettre fin à ces jours. Face à cette situation, les médecins tirent la sonnette d'alarme. Comment protéger nos adolescents? Enquête sur un mal silencieux qui ronge une partie de la jeunesse. Notre reportage. Le suicide est la 10e cause de mortalité dans le monde. Et comme d'autres phénomènes négatifs, il possède ses propres mécanismes de contagion. La psychologue Lilith Khatchatrian explique qu'en raison de certaines particularités culturelles, lorsqu'un phénomène devient, pour ainsi dire, à la mode, un certain groupe de personnes tentent de se libérer de problèmes qui leur paraissent insurmontables par le même moyen. C'est particulièrement vrai à l'adolescence, où l'irréversibilité de la mort n'est pas encore pleinement perçue. Ces mêmes adolescents peuvent voir que quelqu'un a fait un tel geste, et surtout s'il y a survécu. Ils peuvent y voir une forme d'héroïsme et tenter de l'imiter. Chavarch Melkonian, chef du service des intoxications aiguës au centre médical Armenia, juge préoccupant les nombreux cas de toxicomanie chez les mineurs. Lorsque toutes les lignes rouges ont été franchies et qu'il leur semble impossible de continuer à vivre, ils attendent à leur propre vie. La mortalité est très élevée et ils savent très bien comment s'y prendre pour qu'il soit difficile de les sauver. Une autre tendance, extrêmement dangereuse, est apparue récemment chez les adolescents. Le médecin tire la sonnette d'alarme. Sur les réseaux sociaux, on leur enseigne les méthodes de suicide. Nous avons eu plusieurs cas récemment où les informations ont été prises sur TikTok avec une issue très tragique pour de jeunes adolescents, garçons et filles. C'est un problème très grave. Selon le docteur Melkonian, se contenter de sauver des vies ne résoudra pas le problème. Il faut prévenir ces tendances dangereuses et toutes les institutions compétentes doivent s'y atteler sérieusement pour éviter de tels cas dans notre pays. J'exhorte tout le monde, tous nos citoyens, à être extrêmement vigilants et attentifs à leurs enfants, car c'est une chose terrible. Les tentatives de suicide ont lieu principalement dans les grandes villes. Le médecin constate que c'est dans les villages que les suicides et les tentatives sont les plus rares. Les gens les plus stables psychologiquement vivent dans les villages. Il faut absolument mentionner que nous avons traversé une guerre et nous avons beaucoup de jeunes qui en sont revenus avec un syndrome de stress post-traumatique. Pour être honnête, je m'attendais à ce que le nombre de suicides par empoisonnement soit élevé parmi eux, mais je peux dire que ces gars sont restés solides et j'en suis très heureux. La cruelle guerre de 2020 a laissé son empreinte négative sur la vie des femmes. Les tentatives de suicide ont considérablement augmenté dans leur rang. Que ce soit la mère, l'épouse, la sœur, j'ai eu des cas de tentatives de ce genre. J'espère que ces tentatives diminueront, le temps a des vertus curatives. Selon la psychologue Lilith Khatchatrian, les événements socio-économiques, politiques et mondiaux, souvent négatifs et traumatisants, ont un impact profond sur la psychologie de l'individu. Pour eux, la seule façon de surmonter des situations perçues comme des impasses est de mettre fin à leur jour.
Les ressources individuelles de la personne ne suffisent qu'à lutter et à résister à certaines réalités traumatisantes et stressantes. Dans le monde, les intoxications représentent jusqu'à 30% des cas de suicide. Selon le docteur Melconion, rien qu'à Erevan, les suicides par intoxication médicamenteuse représentent 70 à 80% des cas. Il arrive qu'après avoir commis ce geste, ils appellent eux-mêmes les urgences pour demander à être hospitalisés. Si les cas d'intoxication médicamenteuse n'ont pas entraîné de décès, l'image est inverse pour les produits chimiques, avec une mortalité de 40%. Selon les statistiques mondiales, les hommes sont 1,7 fois plus nombreux à commettre de telles tentatives de suicide. Les hommes ont recours à des moyens plus agressifs contrairement aux femmes. Les femmes sont plus enclines à se suicider par intoxication médicamenteuse. Les spécialistes jugent préoccupante la vente libre de médicaments dans les pharmacies. Selon la psychologue, chaque médicament devrait être vendu avec un dosage précis. Dans le passage à l'acte, il est important de savoir si la personne est psychologiquement saine ou si elle souffre déjà de troubles pathologiques. En cas de troubles pathologiques, le risque et la probabilité de récidive sont beaucoup plus élevés que chez une personne saine qui fait face à un problème situationnel insoluble et ne parvient tout simplement pas à surmonter la situation. Toute difficulté a de multiples solutions. Il faut comprendre qu'il existe des issues même si on ne les voit pas sur le moment. Un environnement amical, une occupation, un travail apprécié et une pensée positive aident à se tenir à l'écart de telles idées. Selon les données fournies à Reopen par le comité d'enquête, au cours de l'année 2024, 816 procédures pénales ont été examinées pour incitation au suicide. 416 d'entre elles ont été classées sans suite et 2 ont été envoyées au tribunal avec un acte d'accusation. Au cours du premier semestre 2025, 478 procédures ont été ouvertes au titre du même article. 166 ont été classées et une seule a été renvoyée devant le tribunal avec un acte d'accusation. Narina Goukassian, Reopen Media. 777 jours de détention, c'est le temps qu'aura passé Armen Achotian, figure de l'opposition en prison, puis assigné à résidence. Il a été libéré. Accusé de corruption par le pouvoir, il n'a cessé de clamer son innocence, se disant victime d'une chasse aux sorcières politiques. Si la Cour d'appel a mis fin à sa détention, son procès, lui, est loin d'être terminé. Mais pour ses partisans, c'est une première victoire et l'espoir de voir d'autres, je cite, prisonniers politiques retrouver la liberté. Jennifer Lopez a enflammé Yerevan ce dimanche soir. La mégastar américaine s'est produite au stade républicain devant plus de 30 000 spectateurs, dont près de 15 000 venus spécialement de l'étranger pour l'occasion. Un succès indéniable en termes d'image pour l'Arménie, qui cherche à s'imposer comme une destination culturelle de premier plan. Mais derrière les paillettes, une politique enfle et elle se chiffre en milliards de dirhams, car le coût de ce concert financé par les contribuables fait grincer des dents. Au total, près de 2,3 milliards de dirhams, soit plus de 5 millions d'euros, ont été alloués par le budget de l'État. Dans le détail, les chiffres interrogent. Le cachet de la star atteint 1 milliard de dirhams, soit environ 2,6 millions de dollars. Un montant bien supérieur à ses tarifs habituels qui, selon les agences spécialisées, avoisinent les 1,9 millions de dollars. Et les dépenses annexes font sourciller près de 14,5 millions de dirhams, soit environ 37 000 dollars, juste pour les repas de la chanteuse pendant 2 jours. 8 millions de dirhams pour la location des toilettes ou encore une facture d'hôtel de 71 millions de dirhams. Face à ces chiffres, les organisateurs comme le ministère de la Culture sont restés injoignables ou ont refusé de commenter, notamment sur le retour sur investissement attendu. Un succès populaire donc, mais qui laisse son goût amer et une question en suspens. À quel prix ? C'était l'essentiel de l'actualité en ce 4 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.